entre nos deux équipes dans un cadre partenarial qui a permis la préparation, l'organisation et la tenue de cette session qui nous rassemble aujourd'hui pour réfléchir, débattre et échanger sur la base de nos expériences et nos pratiques au niveau des collectivités territoriales sur ce sujet de l'économie sociale et solidaire. Car, rappelons-le, l'entrepreneuriat social est un phénomène en forte émergence aujourd'hui qui répond particulièrement aux besoins sociaux non satisfaits et aux limites des politiques traditionnelles dans le domaine social et de l'emploi. Il est né donc de la volonté de certaines associations volontaires à créer des emplois pour les personnes exclues du marché du travail traditionnel. Et il est donc né également des entrepreneurs individuels qui souhaitent diriger des entreprises dans une perspective sociale. Rappelons également que le REFELA a inscrit au centre de son agenda non seulement le lancement, mais également la mise en œuvre et le suivi de la campagne des villes africaines favorables à l'autonomisation économique des femmes. Et pour le REFELA, l'ESS constitue un levier pour l'autonomisation des femmes en Afrique, car les femmes mères élues locales d'Afrique de ce réseau sont convaincues que ce secteur est un pan non négligeable pour sortir les femmes de l'informel et de la précarité en leur octroyant un positionnement économique local à la hauteur de leur potentialité. Certes, nous sommes dans encore le contexte de lutte contre la pandémie du Covid et nous savons que cette pandémie a amplifié les inégalités locales partout dans le monde, y compris en Afrique. Et à cet effet, les autorités locales sont en première ligne pour relever les défis complexes, à la fois les défis pour contenir cette pandémie, mais les défis également pour protéger les communautés locales et relever les défis liés donc à la crise économique engendrée. Nous souhaitons que cette session soit une occasion de débattre des obstacles couramment analysés tels que le cantonnement des femmes dans le secteur de la micro-entreprise de survie dans le cadre des projets plutôt d'ordre activité génératrice de revenus, souvent supportés par les États et leurs partenaires de développement, la connaissance et les limites des potentialités de création des coopérations féminines dans le cadre de l'ESS, les limites de l'accès des femmes au financement et bien d'autres obstacles, dont la surcharge domestique pour les femmes. Cette session devra être l'occasion aussi de partager nos bonnes pratiques et de tirer les leçons pour agir autrement et répondre aux aspirations égalitaires de l'Afrique que nous voulons dans l'ère post-Covid. D'ores et déjà, je remercie tous les participants, toutes les intervenantes d'avoir accepté à travers cette session d'enrichir le débat par leur expertise. Et je souhaite donc un plein succès à nos travaux dans cette session. Je vous remercie de votre attention. Bien, la parole est donnée donc à Madame Rahmatou Kasso, conseillère aux affaires politiques et aux relations internationales à CGLU Afrique. Vous avez la parole, Madame. Merci, Madame la Présidente de séance, Madame la Secrétaire Générale, Madame la Présidente de REFELA, chers représentants, participants plutôt. J'ai l'honneur de représenter Monsieur Jean-Pierre Elombassi, secrétaire général de CGLU Afrique, qui n'a pu se joindre à nous, mais qui vous assure de tout son engagement à faire siennes les conclusions de cette session. Lors de la Journée internationale de la femme, il disait, je le cite, « Penser l'égalité doit être interprétée comme l'effort pour comprendre la situation concrète des inégalités entre les sexes et pour prendre en compte ce point de départ différencié afin de proposer des solutions appropriées en vue de réaliser l'égalité à un horizon socialement concevable et possible. Si cela nécessite des politiques de discrimination positive favorables aux femmes, il ne faut pas exclure de telles politiques au nom de l'égalité de traitement. » Donc, j'ai cité M. Mbassi pour dire combien il est convaincu, en tout cas, et à travers lui, toute l'organisation CGLU Afrique,
de la nécessité de travailler à l'égalité hommes-femmes. C'est d'ailleurs l'attitude que préconise le réseau des femmes élues locales en Afrique, le REFELA, lorsqu'il se mobilise pour le renforcement du leadership féminin dans la gouvernance politique et administrative des collectivités locales en Afrique et lorsqu'il lance la campagne des villes favorables à l'émancipation économique des femmes. C'est également la raison pour laquelle le REFELA soutient plus que jamais la réalisation des ODD 4 et 5 et invite instamment tous les gouvernements nationaux, sous-nationaux et locaux, ainsi que tous les acteurs à soutenir la réalisation de ces objectifs. Ce forum se déroule dans un contexte de pandémie mondiale qui a montré combien nos économies sont fragiles, inégalitaires et non inclusives. Cette crise économique et sociale a un accent particulier sur les femmes. Par ailleurs, les répercussions sociales et économiquement lourdes de conséquences de la pandémie touchent de façon disproportionnée les femmes partout dans le monde, qu'il s'agisse d'une hausse importante de la violence à l'égard des femmes ou de la position défavorable des femmes sur le marché du travail. Du fait qu'elles assurent la majeure partie des soins non rémunérés, nous ne surmonterons pas la crise en relançant la croissance, mais en changeant de paradigme économique, en osant une pluralité de modèles alternatifs et endogènes. Il semble donc pertinent d'explorer comment l'économie sociale et solidaire peut se positionner par rapport à ces enjeux et faire partie des solutions et des alternatives aux modèles dominants et traditionnels. Cette économie qui s'abreuve de ressources locales crée des niches d'opportunités. L'économie sociale et solidaire pourrait ainsi contribuer à l'autonomisation économique des femmes si les conditions pour le faire sont mises en place et que la formulation des politiques publiques locales intègre ces approches communautaires, développe des instruments et mette en œuvre des mesures d'accompagnement. Investir dans l'entrepreneuriat féminin en Afrique est un investissement fort de sens, car les femmes ne sont pas seulement l'avenir de l'Afrique, elles sont le présent de l'Afrique, disait Adesina Akinwumi, le président de la Banque africaine de développement. 26% des femmes en âge de travailler en Afrique se lancent dans la création d'entreprises, sinon même plus. Par comparaison, la France tourne autour de 5%, constate le cabinet Roland Berger. Plus qu'un appétit pour le challenge, ces femmes choisissent l'entrepreneuriat non par passion, mais par obligation économique. Mais seulement 4% des femmes entrepreneurs accèdent à un prêt bancaire, ces femmes faisant pourtant preuve d'une motivation extrême en termes d'indépendance financière et de réalisation sociale. En Afrique subsaharienne, l'entrepreneuriat social et solidaire offre une alternative puissante aux femmes face à l'emploi salarié difficilement accessible. Il nous faut impérativement soutenir ces femmes sur le chemin du succès, actrices incontournables du développement économique durable en Afrique. Engageons-nous à forger de nouvelles alliances entre les générations, entre les territoires urbains, ruraux, métropoles et profitons de cette occasion pour raviver l'action locale et œuvrer à des changements profonds et systémiques en faveur des femmes et du monde entier. Je vous remercie. Merci, Madame Rahmatou Kasso, représentant Monsieur Elongbassi, secrétaire général du CGLU Afrique, pour votre intervention qui va dans le sens d'apporter tout le soutien du CGLU Afrique et particulièrement de Monsieur le secrétaire général à cette initiative et qui voit dans l'ESS une voie pour réduire donc les inégalités hommes-femmes et particulièrement redonner à la femme sa place d'acteur incontournable du développement économique durable en Afrique. Donc, merci encore et nous allons essayer de repartir vers Madame le secrétaire général du G16. Je ne sais pas si... Oui, bonjour. Bonjour Madame le secrétaire général, vous avez la parole. Bonjour la modératrice, bonjour, bon après-midi et bonne soirée à tous et toutes. Bienvenue au webinaire organisé par REFELA de CGLU Afrique en partenariat avec le G7 dans le cadre du Forum mondial virtuel G7 2020
sur le thème Grand défi, plus de solidarité, le pouvoir de la communauté et l'économie sociale solidaire comme une voie de transformation, ce qui rassemble actuellement plus de 99 000 personnes de plus de 100 pays depuis le lundi 19 octobre qui nous rejoignent. Permettez-moi tout d'abord exprimer mes sincères remerciements pour cette collaboration entre REFELA et le GICEF et mes remerciements et bienvenue particulière à Madame Annie-Christelle Limbourg-Iwenga, maire adjointe de maire de Libreville, Gabon, membre de COCOS REFELA pour Afrique centrale, Madame Ramatoussa Sow, conseillère pour les affaires politiques et les relations internationales à CGLU Afrique, Dr. Malika Georgi Kefren, conseillère spéciale de REFELA à CGLU Afrique, et aux éminents orateurs de la section, notamment M. Cheike, maire de la commune de Dieuppeul-Derklé et le premier adjoint au maire de Dakar, Sénégal, M. Etayab El Massabi, vice-président de la région orientale marocaine, M. Sergio Castanar, coordinateur de FAMSI Espagne. Je souhaite également la bienvenue à tous les participants et membres de REFELA qui nous rejoignent cette section. Cette section sur l'économie sociale et solidaire au centre de l'agenda REFELA, un réveil pour l'autonomisation des femmes en Afrique, est une initiative que je tiens vraiment à féliciter comme une mise en œuvre de votre engagement depuis le sommet Africité de novembre 2018 à Marrakech, et parce que je suis également convaincue que l'économie sociale solidaire sera un levier efficace pour garantir l'autonomisation économique des femmes en Afrique, comme on l'a vu dans de nombreux autres pays d'Europe, au Canada et en Corée. L'Afrique est aujourd'hui à une période optimiste de son histoire, mais elle est également à la croisée des chemins. Les pays africains génèrent plus de ressources qu'ils pourront investir dans les infrastructures et le développement humain, mais avec une croissance démographique importante, comment pouvons-nous assurer une répartition équitable d'une augmentation durable de la prospérité pour tous? Et surtout cette question dans le contexte actuel de la crise COVID-19 qui aggrave la pauvreté, les inégalités flagrantes avec la perte de travail et de moyens de subsistance pour des centaines de millions de personnes. Je crois que les élus et les décideurs politiques cherchent des stratégies alternatives qui vont concilier objectifs économiques avec inclusion sociale. Pour nous, la clé de cette stratégie alternative réside dans l'économie sociale solidaire. Ancrée au niveau local et territorial, s'est révélée d'être une stratégie très résiliente et efficace pour répondre à toutes les crises économiques et sociales, notamment en période de crise majeure comme la crise de 2008 et actuellement à la suite de la crise de COVID-19. Surtout, la stratégie de développement de l'Afrique doit venir de la mobilisation des énergies et de la créativité des Africaines et surtout des femmes africaines à travers l'autonomisation des femmes africaines qui est un défi majeur pour réaliser leur plein potentiel. Pour relever ce défi majeur, je suis convaincue que le rôle de REFELA est fondamental car les femmes mères et les élus locaux doivent devenir les promotrices et des chefs orchestres en raison du rôle central qu'elles jouent dans le développement des communes, des villes et de leur pays, et aussi parce qu'elles peuvent être le principal décideur pour intégrer rapidement cette question en priorité dans les plans de développement locaux et nationaux, sachant que la majorité des femmes africaines travaillent en tant qu'entrepreneurs plutôt que dans les micro-entreprises du secteur informel. Elles attendent des politiques publiques co-construites avec elles qui répondront à leurs besoins, lèveront les obstacles causés par une série de facteurs tels que le manque de compétences de base, les difficultés d'accès aux services financiers et au marché, les défis associés à l'équilibre entre les affaires et la famille pour transformer leur entreprise et pour gagner en productivité et pour devenir les moteurs de croissance inclusive. J'ai maintenant hâte d'entendre toutes vos propositions et stratégies pour répondre à leurs attentes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Madame le secrétaire général. Au nom du REFELA, nous voudrons déjà vous féliciter pour ce forum G16 2020
qui est organisé à nouveau et qui nous permet donc de consolider le partenariat entre la plateforme GSF et le REFELA. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ESS comme levier pour l'autonomisation des femmes. Nous voulons aussi vous remercier d'avoir souligné le rôle combien primordial et incontournable du REFELA, qui doit se positionner en tant que modèle dans ce développement de l'ESS, dans la poursuite de ce développement, parce qu'il y a quand même quelques expériences qui ont été tentées dans certaines villes africaines par des femmes africaines. Mais merci de pouvoir donc illustrer et manifester votre soutien au fait que le REFELA puisse mobiliser donc avec le GSF beaucoup d'énergie et faire appel à la créativité des femmes africaines pour qu'effectivement l'alliance entre objectifs économiques et inclusion sociale puisse être portée par le REFELA au niveau de toutes les collectivités locales et territoriales auxquelles les femmes mères et les femmes élues appartiennent. De ce pas, je vais donc inviter Madame le docteur Malika Georgie Gefran, qui est, j'allais dire, la cheville ouvrière de notre session. Malika, docteur Malika, merci. Vous êtes conseillère spéciale du REFELA CGLU Afrique et nous vous donnons la parole. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Secrétaire Générale de GSF. Merci notre conseillère en politique internationale, Madame Ahmedouka. Merci d'être là. Merci pour vos mots d'introduction et pour ces cadrages fort pertinents. Ils sont étroitement liés à notre note conceptuelle et aux questions qu'on se pose. Et comme vous l'avez souhaité, nous souhaitons aussi que notre session soit riche de non seulement d'analyse des problématiques et des obstacles que subissent les femmes et que nous connaissons tous, mais riche de propositions, de recommandations, de partage de bonnes pratiques. Notre programme est très serré au niveau du temps, donc nous allons essayer de le gérer au mieux. Nous avons 4 communications pour enrichir, avant d'ouvrir le débat, et bien sûr ces communications ont pour objectif d'enrichir et de lancer le débat. Ces 4 communications ont concerné tout d'abord un témoignage. C'est le témoignage de Madame Mamou Bamba, qui est membre du REFELA et qui vous présente toutes ses excuses car elle a eu une contrainte d'agenda, c'est-à-dire des visites au niveau de sa commune et que sa présence en tant que maire était obligatoire. Donc, elle vous présente ses excuses et pour pallier justement et avoir un témoignage vivant sur l'action locale en termes de mobilisation en faveur de l'autonomisation économique des femmes, nous vous proposons en premier lieu une vidéo de courte durée qui présente le travail que mène une femme mère, leader et présidente du REFELA en termes d'appui et de soutien aux femmes pour leur autonomisation économique dans le cadre justement de ce domaine de l'économie sociale et solidaire. Nous allons suivre par 3 autres communications. Vous allez voir que les 3 autres communications sont portées par des hommes, mais nous avons été équilibrés. Hein, Joanne, j'ai insisté beaucoup là-dessus. Nous avons 3 femmes qui ont intervenu au début, des femmes leaders, et nous avons 3 hommes, donc on est bien équilibré au niveau de la parité. Donc 3 hommes pour partager leur expertise avec nous. Monsieur Chirgay, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans une grande réunion régionale et que j'ai appelé à l'issue justement de cette réunion comme étant le champion de l'égalité. Je le remercie d'être avec nous. Nous avons monsieur Masbahi qui vous présente aussi ses excuses, mais j'ai mon collègue qui est en train d'investir, de vous faire une petite présentation, monsieur Brigaud Gauthier, qui vous fera une présentation sur l'intérêt du coaching
en termes de renforcement de l'autonomisation économique des femmes. Et nous avons aussi un collègue, un partenaire qui représente la Fédération des municipalités andalouses de l'Espagne, FAMSI, et qui va nous parler du cadre partenarial que nous avons établi ensemble, c'est-à-dire entre FAMSI et le REFELA CGLU Afrique, pour justement avancer sur la question de l'autonomisation. Nous suivrons ces 4 communications par un débat et nous espérons que nos intervenants vont respecter le temps pour qu'on laisse plus de temps au débat et à l'échange. Donc, je donne la parole à Drissa pour la présentation justement de la vidéo. Drissa, vous avez la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Madame la Présidente de la session. Bonjour, Madame la Secrétaire Générale de GSF. Et bonjour, Madame Ahmadouka. Et bienvenue aux uns et aux autres. Et comme l'a souligné Madame Malika, nous avons une petite vidéo de courte durée qu'on va projeter et qui rassemble un peu les expériences de Madame la Présidente du REFELA dans ses réalisations de soutien aux femmes dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Comme vous le savez tous, nous avons lancé une campagne sur l'autonomisation économique des femmes. Comme le dit chez nous, c'est bien d'inviter les gens à faire quelque chose, mais quand on le fait soi-même, c'est l'exemple le plus parlant. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons jugé nécessaire de projeter cette vidéo et que j'espère bien va vous plaire. Et ce sont des réalisations de Madame la Présidente. Elle a même reçu des prix pour son engagement dans ce cadre. Et donc, je vais vous projeter tout de suite la vidéo. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je voudrais juste vous présenter le contexte. Madame la Présidente a été invitée à un événement aux États-Unis et comme elle avait une contrainte de calendrier, cet événement portait justement sur l'autonomisation, l'empowerment des femmes au niveau économique. Et Madame la Présidente a proposé une telle vidéo qui a eu beaucoup de succès, qui a démontré que localement, les femmes mères et certainement les hommes mères
sont confrontés justement à cette question de l'autonomisation économique. Mais un des messages que Madame la Présidente voulait transmettre et que je partage avec vous dans ce cadre, c'est que le matériel qui a été distribué à travers une association qui démontre aussi que les collectivités territoriales doivent travailler avec la société civile locale, leur société civile locale, que ce matériel était très souvent destiné aux hommes, en disant que les femmes n'ont pas la capacité de gérer et d'utiliser de tels matériels. Moi-même, dans les enquêtes, même voire dans l'enquête qu'on a menée dans le cadre de la campagne des villes africaines favorables à l'autonomisation économique, il m'a été dit par un responsable public, Madame, nous n'allons pas donner un tracteur à une femme. Les femmes ne savent pas conduire un tracteur. Alors que dans la même région, dans d'autres régions, il y avait des femmes qui utilisaient le tracteur. Mais tout ça démontre qu'on maintient les femmes dans ce qu'on appelle les petits projets et les activités génératrices de revenus. Et j'espère que notre réflexion ici, c'est justement proposer comment faire ce saut qualitatif pour renforcer la confiance dans les potentialités économiques des femmes et les amener, les soutenir pour être structurés et accéder à une économie locale porteuse de changement pour leur autonomisation, mais aussi porteuse de développement au niveau local. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Docteur Malika. Merci à Adrissa aussi de nous avoir donc projeté ce documentaire qui est un documentaire riche qui fait apparaître plusieurs activités portées par des regroupements, donc différentes associations. Et nous savons, comme je le disais, on rappelle que l'association est l'une des formes qui porte le plus l'ESS plutôt, et qui est l'une des bases en fait de l'évolution, de la promotion de l'ESS. Alors, nous allons donc aller dans les communications. Docteur Malika, vous avez annoncé 4 communications, dont 2 portées par des hommes. Et nous voulons donc féliciter déjà ces messieurs, particulièrement donc le cher Gay, qui est donc appelé à intervenir en premier. Le cher Gay est maire de la commune de Dieuppeul, d'Erclay. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et vous êtes donc qualifié de champion de l'égalité par le docteur Malika, qui a fait une belle présentation de vous. Et donc, vous intervenez pour lever les obstacles au développement de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'ESS en Afrique. Monsieur Chergay, monsieur le maître, vous avez la parole, monsieur le maire. Allô, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons, monsieur le maire. Madame la maire, je voudrais vous saluer et vous dire Mbolo, dire à tous et à toutes bonjour, bonsoir, et manifester véritablement tout le plaisir qui m'habite en participant à ce webinaire REFELA CGLUI Afrique en collaboration avec le G7 dans le cadre du forum virtuel. Qu'il me soit aussi permis de saluer tous les intervenants, ceux et celles qui m'ont précédé, comme ceux qui auront à intervenir après moi. Je salue Rahmatouka, je salue Dr Malika, Laurence, Angélica, je vous salue tous et toutes. Je voudrais aussi manifester le sentiment de fierté qui m'habite, saluer et remercier le GSF, remercier et féliciter aussi le REFELA, CGLUI Afrique, pour m'avoir associé à ce débat de haut niveau qui porte sur la problématique de l'économie sociale et solidaire au centre de l'agenda du REFELA, un levier pour l'autonomisation des femmes en Afrique.
Le sommet d'Afrique-Cité retentit encore dans ma mémoire, parce qu'il a été un grand moment pour les REFELA de réfléchir et de convoquer la synergie de tous et de toutes pour faire de REFELA un outil de promotion de la femme, un outil au service du développement de nos territoires. Je suis convaincu que la femme est au début et à la fin de tout développement. Sans les femmes, on ne peut pas parler de développement. C'est la raison pour laquelle, comme les membres de REFELA, je suis convaincu que l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'économie sociale et solidaire repensée pour constituer un levier pour réaliser et accélérer l'autonomisation économique des femmes au niveau des collectivités territoriales africaines, voire même internationales. Il m'a été demandé de faire une communication sur comment lever les obstacles au développement de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Il faudrait pour cela lever les obstacles qui limitent l'accès des femmes aux ressources économiques et réfléchir sur des mécanismes afin de favoriser leur intégration dans la sphère économique. Les pesanteurs socio-économiques, on peut en citer quelques-unes. Il y a le blocage. Il y a aussi les préjugés et pressions d'ordre socio-culturel. Il y a le statut de subordination de la femme dans le système de production et de gestion des unités économiques. Il y a les contraintes de disponibilité liées à la maternité et aux nombreuses tâches dévolues à la femme. Il y a la gestion financière et le commerce qui sont le domaine exclusif des hommes. Les femmes sont exclues dans ce secteur. Ça a été rappelé tout à l'heure par Dr Malika. Il y a aussi la faiblesse des revenus au niveau des femmes. Les obstacles liés à la formation et à l'organisation. On peut citer le faible niveau d'instruction. Et ça, c'est un défi qu'il faut relever. Autant l'homme, la femme peut être aujourd'hui à l'avant-garde de tout. Donc, il y a un combat à ce niveau-là pour capaciter, pour renforcer et responsabiliser davantage les femmes. Il y a l'accès difficile aux facteurs de production, la terre, les équipements, comme ça a été tout à l'heure décliné, réservés uniquement aux hommes. Alors que quand vous allez dans les champs, l'essentiel des actrices, c'est les femmes. Mais elles doivent être aujourd'hui à mesure de disposer de terres et d'équipements pour participer au développement de leur terroir. Il y a le faible niveau d'organisation des femmes, dû en grande partie à leur analphabétisme. Dans beaucoup de localités, les femmes sont utilisées comme fonds de commerce, alors qu'elles sont au début. Elles sont les principales actrices même de toute activité. Il y a le manque de formation en gestion, l'insuffisance d'information, de sensibilisation, le manque d'organisation solide et fiable, la peur du risque aussi. Les femmes, c'est vrai, c'est de grandes économistes, mais elles ont peur de prendre le risque. Alors qu'en matière d'économie, il faut mesurer et s'engager dans le risque pour relever les défis. Il y a le manque d'encadrement et de suivi. Les pesanteurs socio-économiques sont listés ainsi. Le blocage, les préjugés et les pressions d'ordre socio-culturel, le statut de subordination de la femme dans le système de production et de gestion des unités économiques. On peut aussi citer les contraintes de disponibilité liées à la maternité, aux nombreuses tâches assumées, je l'ai dit tout à l'heure. Les obstacles liés à la formation, à l'organisation, le faible niveau d'instruction, l'accès... On l'a dit aussi, oui. Voilà. Les obstacles au niveau des banques, Voilà. l'apport personnel. Il y a aussi le taux d'intérêt très élevé qui limite les femmes à pouvoir accéder justement à ces fonds. Il y a l'exigence de garantie.
qui constitue un facteur limitatif à l'accès au crédit pour cette couche de femmes généralement défavorisées. L'inexistence de politiques de crédit spécifiques aux femmes. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'avènement même de Khalifa Sall, maire de Dakar, nous avons élaboré un certain nombre de programmes révolutionnaires les uns et les autres. Il y a le CEPEN, il y a le FODEM, le Fonds de développement et de solidarité municipale, il y a le crédit municipal, il y a même un programme que l'on appelle le PAPSET, c'est-à-dire le programme d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté. Et je pense que ces programmes, ces politiques peuvent aujourd'hui positionner les femmes, capaciter les femmes et leur donner les moyens de pouvoir contribuer au développement de leur territoire. Il y a aussi la non-accessibilité des banques, généralement concentrées dans les zones urbaines où la population défavorisée n'y est pas. Les propositions de mesures de soutien à l'économie sociale et solidaire, elles reposent essentiellement sur la mise en place d'un fonds d'appui spécifique aux femmes entrepreneurs, au vu de la spécificité de leur entreprise, qui sont en général des entreprises de petite taille et non formelles. Mais elles s'investissent plus dans la transformation alimentaire, les cosmétiques, la restauration, etc. Et en général, c'est des emplois non formels et précaires. Et par la mise en place d'un fonds de refinancement dédié aux femmes qui font face à d'énormes difficultés. J'ai eu à visiter récemment des unités aujourd'hui où les femmes occupent des places de choix, mais souvent c'est les mêmes contraintes qui reviennent. Quand vous discutez, vous échangez, malgré l'ambition qui les habite, malgré la vision qu'elles ont pour porter justement le développement. Ces propositions qu'on vient d'énumérer peuvent venir de l'État, mais aussi des collectivités territoriales qui sont des démembrements de l'État. Et en termes de solutions, au niveau de l'État, nous pensons qu'il faut mettre en place un fonds national de refinancement des structures de financement décentralisées et d'un fonds de financement de l'entrepreneuriat féminin. Ça renvoie justement à un vocable très célèbre à l'époque avec Khalifa Sall. Apprendre à entreprendre. Nous sommes à ce niveau-là. Il faut apprendre à entreprendre. Les solutions maintenant au niveau des collectivités territoriales, c'est la mise en place d'une structure de financement des femmes. Exemple du FODEM, j'en ai parlé tout à l'heure. Le FODEM, qui est une plateforme, une initiative de la ville de Dakar, et qui vient en appui à des organisations de femmes. Dans ma commune de Dieuppeul-Derklé, le FODEM a eu à investir en privilégiant d'abord la formation avant le financement. Beaucoup de femmes ont été formées, ensuite financées pour prendre en charge leur activité. Et cette activité entre en mission pour financer des projets de femmes et des jeunes à travers le fonds d'appui aux structures financières décentralisées. J'en ai parlé tout à l'heure. En termes de recommandations, nous énumérons quelques aspects. L'exigence des formes de garantie plus adaptées. Il faut adapter ça et permettre aux femmes d'avoir justement ces garanties. Simplifier les procédures d'accès au crédit. Mettre en place un fonds de garantie pour faciliter l'accès des femmes aux ressources économiques. Mettre en place des lignes de crédit pour le financement des activités des femmes. Coordonner les appuis destinés aux femmes et évaluer des lignes de crédit alliées à ces dernières. Stimuler et développer davantage l'esprit d'entreprise des femmes par des programmes de sensibilisation, d'information et de communication. Mettre en place un programme d'alphabétisation. Développer la formation technique, mais aussi mettre en place un programme de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage des femmes lors des cérémonies. En conclusion, je voudrais rappeler effectivement que je suis maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, conseiller à la ville de Dakar, haut conseiller des collectivités territoriales, mais aussi délégué général du RACTES. Le RACTES, c'est le réseau des acteurs et des
collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire. À ce niveau, je pense qu'il faut impulser les politiques publiques locales et nationales pour permettre aux femmes de se positionner et d'être au devant justement des actions novatrices qui vont permettre, comme le disait tout à l'heure Rahman, l'avenir c'est les femmes, mais le présent c'est les femmes. Les femmes c'est le présent, c'est l'avenir. Compter sur les femmes, c'est faire de sorte que le développement soit une réalité en Afrique. Et le siècle à venir, on a tendance à le dire, et le siècle de l'Afrique, l'Afrique doit être présente justement au niveau de ces instances de décision. La présence de l'Afrique dans ces instances de décision, c'est la présence des femmes qui doivent être les locomotives et non pas être le dernier wagon du train pour pousser. Véritablement, voilà ce que je voulais verser dans la réflexion. Vous saluer encore une fois de plus et vous remercier de m'avoir associé à ce débat de haut niveau qui, j'en suis sûr, qu'on en fera une bonne moisson et permettre effectivement aux femmes et à l'économie sociale et solidaire de vraiment suivre son petit bout de chemin et accélérer le développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le maire. Et Ombolo, que vous m'avez adressé particulièrement, je voudrais répondre Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mais vous dire aussi, Jerry Jeff, merci pour cet exposé où nous retenons le docteur Malika va certainement se faire le plaisir de nous faire une petite synthèse, mais en guise de conclusion, puisque nous sommes à l'ère d'apprendre à entreprendre, selon donc un credo que vous avez bien voulu nous faire partager, partager, mise en œuvre avec Monsieur Khalifa Sall, à qui nous adressons donc toutes nos salutations aussi lors de cette session. Vous avez relevé que la femme est bien la locomotive et qu'elle ne saurait être le dernier wagon, donc être toujours en tête. Et vous avez esquissé donc une dizaine de recommandations, enfin 9 recommandations particulièrement, que nous n'avons pas eu le temps de noter, mais qui s'inscrivent dans le droit fil des problèmes déjà soulevés tout à l'heure par le docteur Malika et qui suivent effectivement les recommandations, la quintessence des messages qui ont été délivrés jusque-là, à la fois par Madame le secrétaire général GCF et Madame Rahmatou Kasso qui représente le secrétaire général. Docteur Malika? Docteur Malika? Oui, d'accord. Juste, à l'affirmative, Monsieur Gay, vous êtes le champion de l'égalité. Merci, merci pour cette communication. Surtout, merci d'avoir été pratique et concret en termes de propositions. Et je retiens, comme vous, et comme dit surtout Monsieur Mbassi, il a souvent répété que l'entrepreneuriat en Afrique, l'entrepreneuriat des femmes reste l'exception et non la règle. Et je vois que les recommandations que vous avez formulées nous interpellent à aller de l'avant, si bien sûr nos collectivités, mais surtout nos États, les prennent en considération. La guerre des nerfs, c'est l'argent, c'est l'accès aux ressources. Vous proposez un fonds dédié à l'entrepreneuriat des femmes. Voilà un mécanisme qui peut être porteur et qui certainement vous faites des plaidoyers au niveau du Sénégal et nous souhaitons retenir cette recommandation pour la partager à l'échelle justement de l'Afrique et au niveau international. L'accès aux ressources, effectivement, les entrants, la terre, etc., manque aux femmes. Parce que nous, même dans l'économie sociale, et Madame Laurence peut confirmer avec moi que très souvent dans l'économie sociale et solidaire, les hommes sont encore mieux positionnés parce que quand ils mettent des coopératives, par exemple, dans le secteur agricole, ils mettent de grandes structures de coopération autour, par exemple, l'olivier, l'amandier ou autre. Ils peuvent le faire parce qu'ils sont propriétaires de terrain.
ces grandes coopératives structurantes pour l'économie locale se conjuguent au masculin parce que les hommes sont propriétaires de leur terrain et que les femmes n'arrivent pas à accéder à ces grandes coopératives parce qu'il y a, d'abord, elles n'ont pas accès à la ressource terre, voire même quand elles le sont, elles ne sont pas visibles. Ce sont les frères, les maris, les pères qui gèrent leur terre, donc peu de visibilité, une non-gestion directe de leurs biens et qui fait que, et en l'absence justement de mesures, comme vous l'avez proposé, les recommandations sont pertinentes et on en tiendra certainement compte dans le cadre de cette session. Merci beaucoup. Alors, donc, pour la troisième communication, Dr Malika, vous avez dit qu'il y a une présentation qui sera faite sur l'intérêt du coaching pour les femmes. Votre micro est coupé. Il est proposé que M. Sergio Castana intervienne. S'il nous a rejoint. Oui, bonjour. Oui. Bonjour Voilà. tous et toutes. Désolé par le retard, je suis venu en retard. J'avais mal noté l'heure, mais bon, j'espère que ça va pas nous empêcher de partager un petit peu notre expérience de façon adéquate. Alors, est-ce que je commence ou... Alors, je voudrais juste rappeler que M. Sergio Castana est coordonnateur de la Fédération des municipalités andalouses, FAMSI en Espagne, et qu'il intervient donc sur la coopération Nord-Sud dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, le cas ici présent, c'est le partenariat du REFELA, CGLU et du FAMSI Espagne. Est-ce qu'il s'agit bien de cela, n'est-ce pas? Oui, je vais essayer dans mon intervention d'approfondir ou d'expliquer les cadres de travail où nous faisons notre travail au Maroc, notamment, avec REFELA et avec des autres partenaires au niveau des collectivités territoriales. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Malika et CGLU Afrique et REFELA de cette invitation. Et je vais essayer d'une façon modeste, d'accord, d'expliquer notre travail au Maroc et la vision sur les sujets de notre entité. Et je suis le représentant, comme vous venez de dire, le représentant ou le coordinateur technique au Maroc du Fonds andalou des municipalités pour la solidarité internationale. C'était une association de collectivités territoriales de l'Andalousie qui a pour projet la coopération internationale. Ça fait presque 20 ans que nous sommes présents au Maroc dans le travail et dans le développement des projets avec les communes du nord du Maroc, notamment avec les régions de Tanger, Tétouan, Hoceima et l'Oriental. Pour nous, les sujets de genre et de l'autonomie économique des femmes, c'est un sujet vital où nous pensons, nous avons une parole à dire au Maroc. Pourquoi? D'abord, parce que la proximité. D'accord, il existe pas mal de liens de nos collectivités territoriales avec les collectivités territoriales du Maroc et aussi de notre société civile, notamment la société civile dans les domaines féministes, dans les domaines des coopératives de femmes et qui ont pas mal de relations avec les entités au Maroc. Alors, pour nous, c'est une demande de nos associés aussi à l'Andalousie de travailler sur ce domaine.
Et après, au deuxième point, nous avons une expérience au niveau de notre associé dans tout ce qui est le travail avec la société civile, d'accord, dans ce domaine. On pourrait parler d'une vision institutionnelle de notre travail. Ça veut dire nos projets, nos actions vont essayer toujours, d'accord, de promouvoir de promouvoir des espaces de concertation, des espaces d'apprentissage, d'accord, entre l'entité publique, la commune, et la société civile, soit des coopératives, soit des femmes, soit des secteurs privés, pour encourager l'autonomie financière des femmes. D'accord? C'était toujours l'aspect public, public dans cette affaire où nous nous positionnons bien. D'accord? Et après, si vous voulez, on pourrait parler d'une vision des droits, défense des droits, d'accord, où nous luttons, d'accord, à l'Andalousie, mais aussi au Maroc. Ça veut dire qu'il faut que les femmes ont la capacité, ont tous les droits existants dans la loi, d'accord, parce que ici au Maroc, mais aussi à l'Andalousie, des fois les lois ils sont plus on n'a plus de droits de ce que finalement nous accédons, d'accord, en tant que femmes. Alors, au niveau de nos interventions, et un petit peu dans la ligne dans cette vision publique, d'accord, nous avons travaillé par exemple avec une méthodologie de capacitation professionnelle, d'accord, ce qu'on appelle les chantiers écoles. On a même des chantiers écoles où les bénéficiaires étaient que des femmes. Pour des métiers qu'à l'époque, au moins, bon, et je pense aussi maintenant, c'était des métiers très masculins. Je peux dire par exemple le jardinage. On avait fait des chantiers écoles à Chefchaouen avec des femmes, d'accord, et aussi de la maçonnerie traditionnelle à Tétouan, des chantiers écoles où il y avait pas mal de femmes qui ont développé un métier et après ils ont pu accéder au marché du travail. Il faut dire qu'en Espagne, les chantiers écoles, d'accord, c'était un mécanisme des institutions pour promouvoir l'emploi dans certains métiers. Et c'était un mécanisme qui normalement est promu par les communes, par les communes et les conseils provinciaux. Autrement, et aussi dans cette rare institutionnelle de secteur public, on a essayé d'encourager la mise en place des 3 agences de développement économique local, à Chefchaouen, à Larache et à Tétouan. D'accord? Et la loi au Maroc, c'était pas. Il ne permet pas la création des agences. D'accord? On avait fait à l'époque la demande de faire un SDL, Société de développement local, mais on n'a pas obtenu une réponse. Mais bon, finalement, c'était une association qu'on a fait avec les communes. Et on a fait des plans stratégiques où on a inséré l'aspect genre, d'accord, dans tout ce qui est la planification du développement économique territorial de la commune, d'accord. Et on a essayé de promouvoir la ville, leur secteur et leurs femmes, d'accord, à travers l'agence, d'accord. Et on a aussi développé des actions de formation et assistants techniques. À l'époque, au début des années de notre travail, la FAMSI, on avait travaillé conjointement avec le PNUD, le programme ARGOL à l'époque, à la région orientale, de l'oriental. Et on est arrivé à créer un réseau de guichets femmes avec les Provences, d'accord, dans la même idée de
faire l'accompagnement pour l'autonomisation des femmes au niveau économique et à partir des institutions. D'accord? C'est un guichet qui faisait des formations, qui faisait des suivis, qui créait des réseaux locaux pour tous les services, pour encourager la femme ou pour donner des services à la femme. Et voilà, grosso modo, c'est ça qu'on a développé au Maroc, qui touche directement l'économie ou l'autonomisation des femmes. Après, on a travaillé plutôt sur les volets. Et par exemple, on vient de définir un programme qui a essayé de dynamiser et tout ce qui est les instances d'équité, égalité des genres, égalité et approche genre, d'accord, avec la DISL. Et voilà, c'était plus ou moins notre expérience au Maroc. Il faut dire qu'on vient de signer un accord cadre avec Refela, que notre souhait c'était de continuer ce travail parce que nous considérons qu'on a vraiment un bon potentiel à transférer avec des associés comme l'Institut andalou des femmes, d'accord, en Espagne, à l'Andalousie. Aussi, il faut dire que FAMSI co-préside la Commission de développement économique local à CGLU, d'accord, et qui tout à fait, lorsqu'on parle de développement économique local, il faut parler d'insertion des femmes dans le développement économique, parce que sinon, ce n'est pas un développement économique complet. Et nous sommes dans cette sphère, ça veut dire on représente des communes, on croit dans le développement économique local, on croit dans l'insertion des femmes, on croit à la participation des femmes à la vie économique, parce que sinon, c'est pas juste, c'est pas bien. Et finalement, je voudrais vous annoncer aussi, nous faisons partie maintenant de la commission des groupes de travail qui a créé les PNUD, d'accord, pour la guide, je vais le dire, attendez. Et voilà, la guide de récupération économique post-Covid, d'accord. Nous sommes des acteurs qui fait l'assistance, qui enrichit cette guide qui va sortir prochainement au niveau mondial, où la résilience et la participation des femmes dans l'économie, c'est un point principal de cette guide, d'accord. Alors, ça doit être dans les agendas de nous tous, et s'il ne l'était pas déjà. Et voilà, bon, je ne vais pas m'élargir. Je voudrais, désolé par mon français, c'est un français espagnol lycée, d'accord, mais j'espère m'avoir fait comprendre. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, voilà, bienvenue. Merci. Alors, merci, Monsieur Sergio Castana. Déjà, au nom du Refela, je voudrais vous remercier d'avoir pu signer un partenariat officiel via le CGLU Afrique pour faire en sorte que, effectivement, nous puissions booster l'autonomisation des femmes. Donc, ce qui a été vraiment intéressant aussi à relever, c'est que vous avez fait part d'une vision institutionnelle qui a permis donc la mise en œuvre de ces actions. Et c'est vrai, cela rejoint effectivement l'encadrement institutionnel et juridique dont doivent également bénéficier toutes les structures qui sont censées mettre en œuvre ou s'engager
dans la mise en œuvre de l'économie sociale et solidaire. Parce que nous savons qu'il y a des formes, des modèles tels que les associations ou les coopératives qui ne sont pas toujours, du point de vue juridique, soutenus ou reconnus au niveau donc des politiques publiques nationales. Et là, vous mettez un point donc sur effectivement quelque chose qui pourrait être considéré comme un obstacle dans la mise en œuvre de l'économie sociale et solidaire, si tant est que les groupes ou les formes de regroupement des femmes qui les constituent ne puissent pas bénéficier déjà au niveau de la loi d'une reconnaissance particulière. Vous avez parlé de la défense des droits des femmes et surtout de la méthodologie que vous avez employée à FAMSI, les chantiers écoles, qui sont j'allais dire, des incubateurs pour former. Et là, vous venez appuyer un peu le problème soulevé déjà par Monsieur le maire, qui avait parlé de la formation comme étant un obstacle justement à l'autonomisation et à l'épanouissement de la femme. Et là, vous formez donc dans ces chantiers écoles sur des métiers qui ont été déjà prototypés comme étant des métiers masculins. Vous parlez des jardiniers, vous parlez des maçons. Et là, ces chantiers écoles cassent cette barrière de prototype qui fait en sorte que la femme ne soit plus cloisonnée dans un modèle qui n'est pas du tout favorable à son épanouissement à travers donc la pratique des AGR. Donc Malika, je voudrais pouvoir te redonner la parole et toujours en demandant à Monsieur Sergio, donc au FAMSI, de continuer à croire en l'insertion des femmes et en leur participation pour qu'effectivement nous puissions mettre en œuvre ces développements économiques dans nos territoires locaux et territoriaux. Docteur Malika. Merci, Madame la Présidente. Merci, Sergio. Merci d'avoir présenté le cadre justement de vos interventions au niveau du Maroc, au niveau du nord du Maroc. Et bien sûr, vous avez une expérience très riche et très pratique en termes d'autonomisation des femmes. Merci de porter justement la question des femmes au niveau local, puisque tout votre travail, vous représentez des municipalités andalouses, mais qui travaillent avec les municipalités de l'Afrique du Nord. Je sais aussi que vous travaillez dans d'autres pays de l'Afrique, comme la Mauritanie. Donc, merci pour votre intervention. Ce que je voudrais dire, en ce qui concerne l'état d'avancement de notre partenariat, la signature de notre mémorandum qui était en discussion depuis Afrécité a pris le temps de mûrir, etc. Et ça a été signé juste la veille de cette malheureuse pandémie en mois de mars, c'est-à-dire nous avons signé fin janvier de cette année 2020 à Séville. Et donc ce mémorandum a pris forme, les responsables des deux organisations, CGLU Afrique et FAMSI, ont convenu justement de ce cadre de partenariat et nous avons avancé puisque nous avons conçu un projet et nous avons lancé, parce que le cadre de travail que nous avons mis en place, c'est autour de la campagne, justement des villes africaines favorables à l'autonomisation économique des femmes. Donc, nous avons un projet qui est en cours et nous avons lancé ce qu'on appelle l'appel à manifestation d'intérêt et je voudrais profiter de cette tribune pour appeler les villes africaines au Maroc, au Sénégal, au Gabon, etc., d'adhérer à cette campagne. Parce que nous savons que les organisations mondiales, la Banque mondiale, l'ABAD au niveau de l'Afrique, etc., ont bien souligné que l'autonomisation qui est attendue de l'agenda des ODD d'ici 2030 et pour lequel les États se sont engagés, cette autonomisation ne peut pas se faire sans justement l'autonomisation économique des femmes. Donc, adhérer à cette campagne, plus les villes seront nombreuses, plus nous pourrons créer un mouvement de villes africaines mobilisées autour de cette question. Voilà, merci Madame la Présidente. Et merci Sergio. Merci à vous. Merci Docteur Malika.
Effectivement, votre dernière euh, intervention sur l'appel aux villes est très important et c'est une très bonne chose de le rappeler. Donc, toutes les villes qui n'ont pas encore adhéré ou qui ne vous ont pas retourné, parce que je crois que c'est un formulaire que vous avez adressé aux villes. Et donc, il est question qu'on vous retourne ce formulaire dûment rempli avec l'engagement des villes à participer donc à cette campagne pour l'autonomisation des femmes. Merci, docteur. Alors, sur le programme, je crois que nous sommes arrivés au terme des communications. Docteur Malika, pouvons-nous lancer, si tel est le cas, pouvons-nous lancer le débat, Juste l'échange. donner un mot, donner la parole à Monsieur Gauthier Brigaut en remplacement de la communication, pas en remplacement parce qu'on ne va pas remplacer, nous regrettons le fait que Monsieur le vice-président de la région de l'Oriental n'a pas pu nous rejoindre notre session. Il s'est excusé. Il a eu aussi une visite de personnalité importante et donc il n'a pas pu justement se présenter justement à notre session. Et Brigaut pourrait, parce qu'il travaille dans cette région, et travaille sur la question de l'économie sociale et solidaire. Ils ont mis en place des actions à travers notamment une méthodologie très importante qui a été développée au sein de CGLU Afrique, qui est le coaching territorial. Brigaut, Madame la Présidente, peut-être rappeler Monsieur Brigaut Gauthier, si... D'accord. Monsieur Brigaut Gauthier, est-il en ligne? Je suis avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon? Et on vous voit. Vous avez la parole, Monsieur Brigaut. Merci beaucoup. Merci Malika. Bonjour à tous. Et effectivement, je vais prendre quelques minutes pour vous partager un outil que Malika a présenté, qui est le coaching territorial, et qui est une démarche voilà, un peu originale, innovante de gouvernance participative, expérimentée depuis maintenant presque une dizaine d'années sur la région de l'Oriental et dans 3 ou 4 pays en Afrique. Et je vais vous expliquer un petit peu le lien entre le coaching territorial et justement l'économie sociale et solidaire, dans le sens d'un outil de réappropriation des territoires par les citoyens. Dans le coaching territorial, c'est bien le citoyen qui est au cœur de cette démarche. Alors nous, dans notre expérience avec les élus, avec les acteurs de la société civile et beaucoup de coopératives et d'associations, on a pu voir que le dialogue et la mise en synergie, ça freine l'enclenchement de la dynamique de développement. Même si le territoire y recèle d'importantes ressources, des forces vives mobilisables, dont les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on voit qu'il y a des incompréhensions, on voit qu'il y a des comportements et des attitudes qui sont parfois à la base de la résistance et donc d'une mise en œuvre qui est difficile au point de vue local. C'est vraiment pour répondre à ce besoin de mettre les comportements humains au cœur des problématiques de développement que CGLU Afrique, avec des partenaires dont l'ONG Éco-Communication, mais aussi l'Agence de l'Oriental, l'Université et le Conseil de la région de l'Oriental, ont développé cette approche pour la tester. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que le coaching territorial? Pour aller à l'essentiel, c'est pas un manuel de procédure à appliquer sur le terrain, c'est tout simplement un personnage, un animateur des territoires qui a été formé et qu'on appelle le coach territorial. Et donc cette personne a été formée au coaching. Tout le monde connaît le coaching dans le domaine sportif, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine personnel aussi, même des coachings maintenant pour les adolescents aussi, pour les aider dans les études. Eh bien, nous, on a proposé un coach pour les territoires. Donc, ce sont des personnes qui ont été formées et qui viennent en appui aux collectivités locales et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour améliorer, rétablir la relation de confiance et travailler dans des meilleures conditions de synergie et de confiance. Donc aujourd'hui, cette démarche de coaching territorial, qu'est-ce qu'elle permet aux entreprises de l'économie sociale et solidaire concrètement? Elle permet d'appuyer les programmes nationaux de promotion de l'économie sociale et solidaire, puisque souvent, la difficulté, c'est d'articuler le niveau local, régional, national.
Donc, les coachs territoriaux sont formés, ont les informations sur les différents niveaux et comment on articule des programmes nationaux avec des programmes ou des projets locaux. C'est favoriser l'ancrage de la confiance, le lien avec l'intégration des citoyens pour un développement économique, c'est-à-dire qu'un projet qui démarre sans les bénéficiaires est un projet souvent qui ne répond pas directement à des attentes de ces bénéficiaires s'ils ne sont pas présents dès le départ. C'est d'améliorer le renforcement de la cohésion sociale, faire émerger une économie régionale basée sur l'action de l'économie sociale et solidaire, réinventer les relations avec les élus locaux, renforcer les synergies multi-acteurs et multi-partenaires. On sait qu'on est plus fort quand on est ensemble que quand on est seul. C'est offrir des solutions, mobiliser des ressources publiques, privées, faire des économies d'échelle et toujours partir du local et de l'expertise locale. C'est réaliser des inventaires du potentiel local, de l'expertise locale, qui est souvent ignorée, qui est souvent oubliée. Donc, partir de l'expertise locale, ça vient dans la boîte à outils du coach territorial. Il va observer, mettre une paire de lunettes pour chercher tout le potentiel du territoire ou de la zone concernée par un projet ou par une initiative. Donc, voilà un petit peu ce travail du coach territorial que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 coachs territoriaux qui ont été formés depuis le démarrage de ce projet. Ils sont répartis dans une quinzaine de pays d'Afrique. Il y a des coachs à Dakar, notamment l'initiative a conduit la ville de Dakar à ouvrir un centre de coaching territorial dernièrement. Il y a des coachs territoriaux dans la région de Kaolack, si on reste sur le Sénégal, qui a aussi inauguré un centre de coaching territorial dans cette région pour appuyer l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'à Kaolack, c'est dans la filière sel, par exemple, avec les coopératives, et de mettre en place des synergies et améliorer les conditions de travail et de revenus de ces coopératives. Et vous retrouvez aussi des coachs au Niger, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et j'en passe. Et voilà, c'était un peu pour partager un des outils qui peut faciliter, et nous on l'a vu sur plusieurs projets, que lorsqu'il y a un expert, mais qui n'est pas un consultant, qui est un expert qui va accompagner, qui va se mettre à côté d'eux, eh bien on a des résultats qui peuvent être intéressants à observer. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci, Monsieur Brigaut, Gauthier, pour avoir mis en évidence cet outil, cet instrument de réappropriation des territoires par les citoyens que constitue l'ES par voie de coaching territorial. Et on voudrait féliciter les villes qui ont déjà pu mettre en œuvre, pu expérimenter cette méthode donc d'appui et d'accompagnement de l'ESS, particulièrement la ville de Dakar. Et nous souhaitons que d'autres villes puissent bénéficier également de cet accompagnement en termes de coaching pour aller dans le sens justement de l'encadrement nécessaire à la mise en pratique de l'ESS. Docteur Malika, particulièrement, j'ai retenu dans les objectifs et ou alors les supports qui peuvent amener un bon coaching ou amener un bon coach du territoire à faire son travail, c'est celui de la multiplicité des partenariats. Et là, ça me permet de rebondir sur l'engagement pris donc au plus haut niveau par le président mondial du CGLU lorsqu'il s'est adressé aux Nations Unies. Il a bien fait ressortir que le CGLU allait dans le sens d'un développement du multilatéralisme et plusieurs justement personnalités du CGLU, même en Afrique, et ont soutenu ce multilatéralisme comme voie pour pouvoir faire en sorte que non seulement les défis ou les inégalités qui se sont accrues avec la COVID que nous vivons puissent être relevés ensemble. Donc le multilatéralisme est une voie, mais en plus là nous venons de comprendre que c'est également au niveau du coaching territorial un élément à ne pas négliger. Donc Docteur Malika, je voudrais vous donner la parole.
juste dire, vous informer que entre le secrétariat du REFELA et le département de coaching, nous travaillons de manière étroite et nous investissons justement des formes de collaboration qui est sur le point d'être expérimentée au niveau du terrain, mais on a eu un blocage à cause justement de cette malheureuse pandémie, mais ce n'est que, on va dire, c'est reporté en espérant maîtriser justement cette pandémie pour pouvoir se déplacer, aller vers le terrain et mettre aussi au centre de cette méthodologie de coaching qui est d'un grand intérêt, c'est la question de l'égalité de genre, y compris justement l'autonomisation économique des femmes. Merci Brigo, merci. Alors, je voudrais savoir de combien de temps nous disposons encore, parce que je crois que les communications ont été épuisées et je vois en chat, il y a certaines réactions, il y a certaines contributions, de bonnes contributions d'ailleurs, qui sont faites et je voudrais remercier tous ceux-là qui contribuent par chat. Donc, combien de temps nous disposons encore pour les échanges, le débat? Écoutez, Madame la Présidente, je crois qu'on est presque, comme on a commencé un peu tard, on peut déborder, si tout le monde est d'accord, de 10 à 15 minutes pour ouvrir le débat sur quelques questions. Je crois qu'on a pris trop de temps. Il est 13h59 chez moi, je ne sais pas. Donc, il devrait nous rester 2 minutes, c'est ça? 1 minute? Voilà, disons une quinzaine de minutes pour pouvoir avoir quelques questions et comme vous avez dit… Et faire la clôture. D'accord. Donc, si tout le monde est d'accord, et s'il y en a qui veulent intervenir, nous avons encore 10 minutes de débat et 5 minutes pour la clôture. Alors, moi, j'ai vu en chat tout à l'heure, je voudrais peut-être relayer cette question. Je ne sais pas si on y a répondu. Je crois que c'est Madame Maïmouna Isabelle qui demandait est-ce qu'il est possible de créer une banque de l'économie sociale? Peut-être que cette question pourrait s'adresser à Madame le secrétaire général qui fait de l'économie sociale, donc en fait son quotidien. Madame le secrétaire général, est-il possible de créer une banque de l'économie sociale et solidaire? Peut-être. Vous m'invitez à répondre à cette question? S'il vous plaît. Oui, je crois que c'est en fait, c'est une question que je crois qu'on doit adresser à tous les pays et à toutes les collectivités territoriales. Oui, je pense que c'est possible de créer des banques de l'économie sociale solidaire. Il y a beaucoup d'exemplaires à travers de différents pays. Ce n'est pas une banque de l'économie sociale et solidaire internationale que nous avons besoin. C'est surtout pour répondre aux besoins des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui œuvrent sur le terrain. Nous avons besoin vraiment des banques de l'économie sociale et solidaire territorialisées dans le contexte. Ça pourrait être aussi sur le secteur, sur le thématique, sur la région, mais surtout au niveau national. Et je crois que il y a beaucoup actuellement des banques africaines, par exemple en Ouganda, le Centenaire Bank travaille beaucoup pour soutenir les producteurs et productrices qui œuvrent dans la zone rurale, mais aussi au Canada et en particulier au Québec, il y a un arsenal des banques et des institutions financières qui appuient en prioritaire aux organisations et aux entreprises de l'économie sociale solidaire. Donc, je crois que c'est une question qu'il faut poser justement au sein de CGLU Afrique pour voir notamment comment les collectivités territoriales, en collaboration avec le gouvernement national, ont pu devenir initiateurs d'établissement de ces banques de l'économie sociale solidaire, mais surtout, je pense que ce serait très important pour répondre aux besoins des acteurs et des entreprises de l'économie sociale solidaire. Donc, tout à l'heure, je crois que M. Gay a déjà dit, il est très important de faire une co-création avec
les acteurs de l'économie sociale solidaire pour réellement que ces banques répondent réellement à leurs besoins et à leurs attentes. Si vous voulez, qu'on a beaucoup d'expériences dans ce domaine, on pourrait vous fournir par la suite, en tout cas des documentations, y compris aussi de l'expérience plus récente en Corée, une institution financière qui s'appelle la Fondation solidaire et qui intervient notamment auprès des banques et des petites institutions financières qui soutiennent les organisations et les entreprises de l'économie sociale solidaire. Je pense qu'il n'y a pas un seul modèle de cette banque, mais il faut avoir des modèles beaucoup plus diversifiés et contextualisés en fonction des besoins et des attentes des acteurs locaux. Voilà. Tout à fait, Madame le secrétaire général, et nous vous remercions déjà pour cette proposition de mettre à notre disposition, à la disposition de l'ensemble des villes via le CGLU, donc le REFELA, toute cette documentation qui nous permettrait justement d'essayer de juguler un peu les problèmes d'accès aux ressources financières telles que l'a soulevé Monsieur le maire tout à l'heure et qui sont vraiment un obstacle non négligeable pour la mise en œuvre et le développement, l'impulsion de nos ESS. Donc, merci Madame le secrétaire général. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Allô? Oui, Monsieur Aboubakari Silla de Côte d'Ivoire. Je tenais dans un premier temps à saluer tout le monde. Et comme nous sommes vers la fin, je vais aller un peu plus vite. Bon, je suis Silla Aboubakari, coach territorial certifié. Je suis également agent de collectivité à la mairie d'Abobo, chargé de la réforme du secteur de l'économie sociale et solidaire, trésorier général du réseau africain de l'économie sociale et solidaire. Donc, parlons du sujet du jour. Je crois que nous avons fait une bonne expérience chez nous en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune d'Abobo, où nous avons initié un programme de mise en synergie du coaching territorial et de l'économie sociale et solidaire en vue de la consolidation de la cohésion sociale. Mais dans ce processus, nous avons mis en priorité l'autonomisation de la femme. Et donc, ceci nous a permis d'identifier un certain nombre de besoins des femmes à travers une activité d'approche communautaire, d'approche participative, qui sont de permettre aux femmes de s'exprimer et de cerner leurs besoins prioritaires. Nous avons dû mener une enquête auprès de 5000 femmes. Ceci nous a permis d'élaborer 5000 AGR. Mais nous avons mis la priorité sur l'accompagnement de ces femmes à travers le coaching. Parce que nous avons estimé qu'il était important de travailler sur le mental, de travailler sur l'approche participative et de mettre en réseau ces femmes en vue de faciliter leur collaboration avec la collectivité qui s'est engagée à investir près de 1 milliard de CFA dans leur accompagnement. Et donc, je crois que le coaching territorial est un outil qui a facilité ce processus aujourd'hui, qui est en très bonne voie et qui est en train d'être expérimenté dans certaines communes de Côte d'Ivoire. Donc, pour ne pas être assez long, vous dire que l'autonomisation de la femme est une réalité en Côte d'Ivoire, non seulement au niveau de l'État de Côte d'Ivoire qui prend beaucoup d'initiatives, qui a accepté de mettre à disposition des femmes des fonds sur tout l'étendue du territoire national. Mais le hic à ce niveau également, c'était la question de l'accompagnement. D'où l'importance de mettre en exergue et d'ancrer au plan des territoires le coaching territorial. Parce que si les femmes ne sont pas coachées, si elles ne sont pas accompagnées de manière quotidienne et de manière régulière, non seulement au plan individuel, mais au plan collectif, ça va être très difficile. C'est pourquoi nous faisons le plaidoyer auprès des collectivités. Et je crois que toutes les collectivités qui acceptent de s'associer à nous, ceci leur permet non seulement de maîtriser le territoire, de connaître les besoins des populations, de voir, d'observer l'évolution de la pauvreté et donc de prendre des dispositions utiles en vue de la maîtriser et donc d'éviter que la paupérisation des populations devienne assez grande. Vraiment, je pense que je ne vais pas être assez long, mais c'est une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire et il faut comprendre que l'économie sociale et l'économie territoriale sont devenus de très bons voisins dans certains territoires de Côte d'Ivoire. M. Brigot a suivi récemment
une conférence que nous avons tenue en Côte d'Ivoire à la mairie d'Abougou, où des maires sont venus assister et donc ont apporté leur contribution en vue de comprendre et donc de faire la promotion de ces outils dans le territoire ivoirien. Merci, monsieur le coach territorial. Peut-être, docteur Malika, après cet échange, ce partage sur une bonne pratique de la mairie d'Abobo, je voudrais donner la parole. Il y a une dame, Madame Aminata Diop, je pense, qui a demandé la parole en chatting, et je crois que ça sera peut-être la dernière intervenante avant la conclusion. Oui, Madame la Présidente, tout à fait. Vous avez raison. Vous avez la parole, Madame Aminata Diop. Merci, je vous remercie, Madame la modératrice, Madame Christelle. Je voudrais saluer la présence de l'ensemble des participants, saluer la présence de la directrice adjointe, Madame Rahmadouka, et féliciter l'ensemble des intervenants pour la qualité des présentations. Monsieur Chergué, bonjour à vous, Monsieur le maire. Et sur la question de Madame Maïmouna Isabelle Dien, je pense que Monsieur le maire a proposé une batterie de recommandations. Et sur cette batterie figure en bonne place la création d'un fonds de financement spécifiquement dédié aux femmes, au financement des projets des femmes. Moi, je voudrais aller plus loin pour parler de la perspective qui s'offre aux collectivités territoriales à travers la loi d'orientation qui est en train d'être élaborée au niveau du Sénégal. Et cette loi propose la création d'un fonds de dotation spécifiquement dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que les collectivités locales qui sont impliquées et qui sont au premier chef, qui sont en contact avec la base, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, gagneraient à mettre en place des stratégies sociales d'inclusion pour le financement de ces acteurs. Et j'irai même plus loin également pour dire qu'il nous faut une banque dédiée au financement donc, de ce modèle économique assez important. Il n'en existe pas, il n'y a que des fonds qui appuient les initiatives privées, les initiatives des acteurs, mais il n'y a pas encore de banque spécialement dédiée aux activités, au financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, il nous faut être audacieux et aller vers la création de cette banque. Moi, c'est la proposition que j'avais à faire. Et remercier encore une fois le GSF de nous avoir associés à ce processus. La ville de Dakar est membre de la GSF, du GSF, excusez-moi. Elle vient d'adhérer et toutes les initiatives qui ont été mises en place ont été faites en parfaite synergie, en tout cas avec le GSF, à travers Laurence, à travers Benjamin, que nous remercions au passage, mais également à travers le réseau des acteurs et des collectivités territoriales. Merci encore une fois. Bien, merci, docteur Malika. Je pense que nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Et donc, nous voulions, avant de nous séparer, remercier Madame le secrétaire général du GSF d'avoir particulièrement assisté à cette question. Oui, Malika? Est-ce que Madame la secrétaire générale voudrait dire un mot de clôture? Oui. Si elle souhaite. Avant qu'on ne lève la... Oui, tout à fait. Avant de... Parce que je dois partir tout de suite dans 5 minutes parce que je dois modérer la dernière plénière de notre forum. Je m'excuse pour vous presser, mais en tout cas, d'abord, je vous remercie vraiment pour avoir organisé cette section qui traite vraiment un thème très important et un défi majeur, à mon sens, pour le développement des femmes en Afrique, mais aussi pour le développement des sociétés africaines. Alors, j'ai appris beaucoup lors de cette section, à la fois sur des initiatives et aussi politiques qui sont mises en application par les collectivités territoriales. Mais il me semble que je pense que ce serait très important à organiser un échange un peu plus systématique entre les membres de collectivités territoriales de REFELA pour voir un peu comment vous pouvez répondre réellement aux différentes questions qui sont clés pour justement réussir cette autonomisation des femmes en Afrique. Je crois que nous sommes convaincus que l'économie sociale solidaire peut jouer un rôle très important et qui pourrait devenir un levier efficace pour garantir l'autonomisation économique des femmes en Afrique.
comme on a vu partout dans le monde. Mais je pense qu'il faut aussi organiser et préparer les stratégies qui sont adaptées à chaque contexte local. C'est pourquoi je pense qu'il est très important que déjà, il y a plusieurs orateurs qui ont parlé lors de cette section, la co-création des politiques publiques et des mesures d'appui à ces femmes entrepreneurs de l'économie sociale solidaire qui doit se faire, je pense, avec l'appui et le soutien des collectivités territoriales et en particulier par les membres de REFELA. Je pense que la co-création des politiques publiques et les mesures pour aider les femmes entrepreneurs de l'économie sociale solidaire, je pense que pourrait devenir réellement une stratégie productive et efficace pour autonomiser les femmes et surtout les entrepreneurs qui sont engagés dans la production agriculture ou même employés ou dans les différents secteurs de microéconomie. Et je pense que par ce biais de co-création des politiques publiques et des mesures d'appui, vous allez réellement contribuer à l'égalité des sexes, qui est aussi un puissant facteur de stimulation de la croissance à long terme et qui va générer réellement un modèle de développement beaucoup plus inclusif et durable pour les sociétés africaines. Donc, je pense que nous sommes très heureux de collaborer avec vous et avec REFELA pour relever ce défi historique et nous allons continuer notre collaboration avec vous. Et permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements pour cette collaboration dans le cadre du forum, mais aussi mes remerciements particuliers à tous les intervenants et aux participants, et particulièrement à l'organisatrice de cette section et à tous les participants. Encore merci beaucoup et à bientôt. Et vous allez m'excuser parce que je dois vous quitter juste pour me rejoindre au plénière 5. Merci beaucoup. Merci, Madame le secrétaire général. Madame la Présidente. Alors, merci, Madame le secrétaire général. Alors, nous sommes arrivés à 15 minutes. Docteur Malika, est-ce que vous permettez quand même qu'on puisse écouter, mais vraiment de manière très rapide, Monsieur le maire qui est le champion donc de l'égalité? Je voudrais tout simplement m'associer aux félicitations et remerciements pour cette belle session. Et je pense qu'avec cette session, on a fait une bonne moisson. Je voudrais, à la suite de l'intervention de Mme Aminata Diop, dire que la maire de Dakar, pour ne pas la nommer, Soham Wardini, militante fervente de l'économie sociale et solidaire, a instruit ses collaborateurs comme ses services à réfléchir sur la faisabilité d'une banque dédiée à l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est dire que c'est une question qui est aujourd'hui en réflexion profonde au niveau de la ville de Dakar. En tout cas, merci, bravo à tous et bonne continuation. Merci, Monsieur le maire. Donc, Madame Rahmatou Kasso, peut-être au nom du LG, dire quelque chose? Merci, Madame le maire. En tout cas, nous remercions la secrétaire générale de GSF, Monsieur le maire Cheikh Gueye, Madame la directrice FODEM, l'ensemble des intervenants, Malika qui nous a coordonné en tout cas cette belle session et l'ensemble des échanges que nous avons eus ce matin montrent encore une fois que le thème de l'autonomisation des femmes, c'est un thème porteur, c'est un thème innovant, c'est un thème qui nous met vers un changement de paradigme par rapport au développement économique de l'Afrique. Je reviens tout juste sur 3 points très rapidement, en tout cas de ce que nous retenons de ces échanges et qui, à mon avis, certainement trouveront au niveau du REFELA un cadre de réflexion. C'est d'abord la co-création des politiques publiques concernant cette question de l'autonomisation des femmes et de l'économie sociale et solidaire. Je pense que le REFELA doit effectivement impulser, encourager cette définition des politiques publiques au niveau local, au niveau des territoires, parce que comme on l'a dit durant toute cette session, il faut une alliance entre les communautés, entre les organisations qui travaillent autour de ces thématiques.
et les collectivités territoriales. Donc, je pense que ça, c'est un point de réflexion. Le deuxième point qui est important, que Mme Diop a souligné, Mme Sam, c'est le cadre juridique. Je pense qu'il y a un cadre qui doit être favorable. Au Sénégal, aujourd'hui, avec cette loi d'orientation, on va vers ce cadre juridique favorable. Et je pense que beaucoup de pays africains, sinon certains pays africains, sont dans la définition aussi de ce cadre. Le troisième point, c'est l'encadrement. Je pense qu'on en a parlé. L'encadrement, à mon avis, est intéressant. Gauthier en a parlé, Famsi en a parlé, mais l'encadrement, pour moi, c'est d'abord les finances solidaires. Et dans les finances solidaires, on a cette question de la banque solidaire qui est posée aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'enferme dans un carcan, parce qu'on sait que l'économie sociale et solidaire ou les organisations de l'économie sociale et solidaire ont des caractéristiques différentes des organismes classiques d'entrepreneuriat. Donc, les différentes expériences, comme l'a dit Madame la secrétaire générale, doivent être localisées selon nos réalités pour arriver à une structuration d'accompagnement. Nous avons parlé de toute la partie renforcement de capacité avec les couveuses d'entreprise, les pépinières d'entreprise, les chantiers écoles. Donc, je pense qu'on a une palette aussi qui est intéressante en termes d'encadrement et un système de garantie. On en a parlé rapidement et l'idée de la Fondation solidaire en Corée me pousse à penser qu'on doit réfléchir à côté de la structure de financement à un système de garantie, est-ce sous forme de fondation ou pas, mais en tout cas qui s'appuiera sur la spécificité de ces types d'organisations. Donc, c'est vraiment, en tout cas, des points que nous partageons. Nous allons en tout cas, transmettre l'ensemble de ces conclusions au secrétariat général de CGLU Afrique et ensemble, nous pourrons effectivement impulser et accompagner sur cette dynamique d'autonomisation des femmes. Merci. Merci, Madame Rahmatou Kasso. Donc, je voudrais, au nom de Madame Dao Markoura, présidente du REFELA, réitérer tous nos remerciements à tous les participants de haute facture qui ont bien voulu participer, pour me répéter, à cette session relative donc à l'économie sociale et solidaire comme levier pour l'autonomisation des femmes en ce qui concerne donc le REFELA. Et je voudrais simplement dire qu'effectivement, toutes les contributions vont dans le sens justement de mieux approfondir donc les interactions entre l'économie sociale qui a autour d'elle les participations donc des citoyens et notamment des femmes, puisque nous parlons de l'autonomisation des femmes, qui concerne l'investissement volontaire, cet investissement aussi bien humain que matériel et financier, cette autonomie donc portée elle-même par les femmes, cette solidarité et aussi donc cette dimension collective portée donc par l'ES qui doit être une dimension partagée à plusieurs niveaux et qui doit tenir compte donc un peu des contraintes, je veux dire, particulières à toutes ces entités, donc à tous ces territoires, toutes ces collectivités territoriales. Docteur Malika, je crois qu'en tant que au cœur même de cette session, vous avez pris note de toutes les contributions, toutes les recommandations, toutes les suggestions qui ont été portées pour enrichir et faire évoluer cette problématique qui est donc au cœur de la campagne, de cette campagne portée par le REFELA. Nous allons donc devoir vous demander de nous donner par la suite cette synthèse que vous aurez faite pour que chaque ville ici présente, même ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, puisse être imprégné vraiment de la quintessence de tout ce qui s'est dit ici et qui puisse donc par la suite agir donc dans le sens de pouvoir aller mettre en œuvre cette économie sociale et solidaire donc à chaque territoire local. Je voudrais donc à nouveau vous remercier et vous souhaiter donc un bon retour chez vous. Je sais que la plupart des villes ont des couvre-feux, donc nous tous, nous sommes tenus de vite repartir chez nous. Je clôt donc cette session au nom de Madame Dao Markoura et que Dieu nous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
bon retour chez vous et bonne fin de Juma pour les musulmans.